Cette semaine, nous recevons l'arrière droit rouge et bleu, Jimmy Algerino. Jimmy Algerino, bienvenue dans Histoire de Parisien. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain? Peut-être la première fois que tu as entendu parler du club, la première fois que tu as vu le maillot? Moi, c'est Baratelli, en fait, le gardien de but, sur les images Panini. D'accord. Voilà, je collectionnais plus ou moins. Mais c'est vrai que ce joueur, ce maillot, la moustache, le brun, ça m'a toujours marqué. Et ce qui représentait le Paris Saint-Germain pour moi quand j'étais petit. Et tu as foulé la pelouse du Parc très jeune, tu avais 7 ans. Ouais, tout à fait, ouais. Ça aussi, ça doit être un souvenir bien ancien. Ouais, parce que j'avais 7 ans, c'était pour le challenge La Vache qui rit. Oui. C'était le challenge des poussins à l'époque, voilà. Donc qui se passait dans la région parisienne et les phases finales se faisaient au Parc des Princes. Et donc moi j'avais joué la 3e et 4e place avec l'équipe du TFC, jeune. J'avais marqué un but, on avait gagné. Et c'est vrai que c'était un top souvenir parce que bon, après c'était pas tellement pour le parc. Ouais, mais voilà, de se retrouver, d'être parmi les meilleures équipes de France, puisque bon, le tournoi commençait déjà régional, puis après national. C'était un événement extraordinaire. Et je me rappelle, c'était la première fois où mes parents venaient à Paris. Voilà, d'accord. Grâce à cet événement. Et le foot, c'était une évidence en fait dans ta famille. Ton frère jouait aussi? Ouais. Oui, mon père était passionné, mon frère jouait, mais ouais, effectivement, c'était une évidence ou peut-être le fait parce que la scolarité ou même d'autres préoccupations ne m'intéressaient pas, il y avait que le ballon, donc c'est vrai que c'était une totale évidence pour moi. Tu as eu un parcours chaotique. Avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, tu rejoins le Paris Saint-Germain en 96. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça a été ce parcours chaotique? Moi, si tu veux, j'avais pas de réel projet purement sportif. C'était plutôt un projet de vie. Déjà de m'en sortir. Pour arriver à faire quelque chose, et au travers le football bien sûr, et donc en fait c'était des choix de cœur, voilà, donc c'est vrai que avec le TFC ça s'est pas fait malheureusement, voilà, pour des raisons qui m'ont bien motivé, parce que c'est vrai que la raison c'était parce que j'étais trop petit à l'époque. Ouais. Donc voilà, c'est déjà ça existait, et déjà on faisait cette erreur là. Et ouais, cette erreur, et puis surtout c'est qu'on l'exprimait. Ah oui, c'est violent d'exprimer ça. Tout à fait, ouais. Un gamin de 10-12 ans, tu vois, d'exprimer sur la taille. Donc c'est vrai que ça a bien énervé mon père. J'imagine. Et voilà, donc après, j'ai persévéré en allant dans un club satellite de la région toulousaine, de Toulouse-Fontaine, qui malheureusement n'existe pas, qui est, entre guillemets, un club mythique. Vert et blanc, et en fait ces 3 années que j'ai passées ont fait que à la fin j'ai été repéré par les chamois niortais. L'année d'avant j'avais été à Monaco. Oui. J'avais fait un tournoi avec Tutu, avec d'autres joueurs qui sont devenus pros, et ça s'était pas concrétisé. Là, apparemment, j'étais peut-être un peu trop vieux pour le centre de formation. Voilà. Et donc, l'année d'après, en fait, je me suis retrouvé à Niort avec Victor Zenka, qui m'a fait confiance. En fait, qui m'a vu sur un match. Oui, et qui tout de suite a dit... Voilà. Et sur ce match-là, en plus, vite fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, on avait gagné un match dans la saison, en 3e division. Et donc, le dernier match, c'était à Niort. Et il y avait de vieux briscards. Et en fait, eux, leur envie, c'était plutôt d'aller à La Rochelle et passer la journée à La Rochelle. Et heureusement, il y a un ami à moi qui était là et qui leur a dit non, mais Jimmy, il est attendu, il y a quelqu'un du chamois niortais qui va le superviser, peut-être. Oui, donc alors ils se sont dit, bon allez, on y va. Pour lui, on fait un beau match. Et là, le match commence, et au bout d'un quart d'heure, il y a un coup franc. Moi, c'est pas moi qui tirais le coup franc, parce que j'étais le plus jeune. Et là, il me regarde, il me dit, allez, vas-y, tire-le. Et donc, on était à 35 mètres, voilà, et j'ai marqué ce coup franc. Donc, on menait 1-0, on a fait un bon match, on a perdu, quand même. Et voilà, et puis à la fin, Victor Zenka est venu me voir dans le vestiaire, me disant, écoute, voilà, on va faire deux matchs de préparation. Est-ce que, voilà, on te fait venir? Et c'est comme ça que ça s'est fait.
D'ailleurs, tu es un des rares joueurs, tu restes en Ligue 2, tu es un des rares joueurs à rejoindre le Paris Saint-Germain en arrivant de Ligue 2. Tu étais à Châteauroux quand tu arrives au Paris Saint-Germain? Tout à fait, ouais. Mais bon, là, c'est... c'était pas mon choix, sincèrement. Ouais. C'était pas mon choix parce que, moi, étant de Toulouse, de la région, voilà, j'ai été en contact aussi avec Bordeaux et Rennes. Et donc moi je me voyais bien aller à Bordeaux pour me rapprocher de Toulouse. Bien sûr. Voilà, parce que j'avais ce plaisir de retrouver mes amis, d'aller faire la fête là-bas. Et en fait, la deuxième année, on me fait comprendre que ça va pas, ils vont pas me laisser partir. Donc je reste. Et c'est vrai que l'année d'après, en cours de saison, très rapidement, en fait, on m'explique que je vais aller au Paris Saint-Germain et que le deal entre les deux clubs est ficelé. Et tu penses bien pourquoi, puisque Michel Denisot était vice-président de la Berrichonne de Châteauroux et président du Paris Saint-Germain. Voilà. Et en fait, si tu te retrouves à Paris, c'est surtout parce que tu voulais aller voir la finale de rugby, non? Donc à partir du moment où c'est validé, à partir du moment où, de toute façon, j'ai pas le choix et que c'est ficelé entre les clubs, c'est vrai que, entre-temps, j'étais quand même venu voir en demi-finale PSG Milan AC, Parc des Princes. Donc, pas mal. Donc là, c'est vrai que tu te dis, finalement, je vais venir. Voilà, je vais pas quand même faire... ça, c'était une année d'avant parce que la saison, il remporte la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. Voilà. Donc après coup, quand même, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, dès qu'il y avait aussi des petits cartons, trucs comme ça, donc on se retrouvait à Canal. On allait voir Michel Denisot, donc voilà, tout ce contexte-là. Et en fait, dans la signature, en fait, donc on se met d'accord pour aller signer le contrat le jour de la finale de la Coupe du championnat de France de rugby. Voilà. Entre, il me semble que c'était Stade Toulousain-Bourgoin. Et nous, en tant que Toulousain, on se voilà. Et donc moi, j'avais qu'une hâte en fait, c'était d'aller signer, mais surtout de récupérer les 2 places pour aller voir le match avec mon ami Mehdi, le match le soir, voilà. Sauf que là, j'arrive, j'avais pas d'agent, ça, voilà, à la bonne franquette. Et en fait, j'arrive devant l'ancien siège du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Tu sais, côté Auteuil là. Et en fait, les grilles sont fermées. Et là, je suis là. Sérieux, je suis là pour signer mon contrat, il n'y a personne. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien. Oui, et en fait, si tu veux, donc il y avait des grilles fermées, il y avait un escalier, et en haut, la porte était ouverte. Donc il n'y avait pas de sonnette ni rien. Et là, qu'est-ce que je fais? En fait, j'escalade. J'ai dit à mon braquer le parc. J'ai dit à mon pote Bédi, j'ai dit attends, c'est bon, il y a le match ce soir, moi je veux les places. Donc en fait, j'escalade le grillage, je monte, et là, Moutier était dans son bureau, et il me regarde, il me dit, j'ai dit c'était fermé, moi j'ai escaladé, voilà. Donc, en fait, extraordinaire. On signe le contrat, il n'y a pas eu de discussion ni rien, tu vois, voilà. Et puis surtout, c'était le fait de récupérer les 2 places, mon pote était resté, tu sais, à la grille, et voilà, et puis après le soir, on est allé voir le match. Alors c'est vrai dans de bonnes conditions. Après aussi le plaisir de descendre après dans le vestiaire le Stade Toulousain, voilà, où j'avais rencontré Noves, il y avait comme il s'appelle le demi de mêlée Thomas Castagnède, qui voilà je suis ami, et c'était voilà un plaisir, mais le plaisir était mais c'est inouï quand même d'aller signer son contrat au Paris Saint-Germain en escaladant la grille du parc. Ouais, mais comme je te disais, moi c'est vrai que c'est des projets, tu vois, c'est des projets de vie, quoi. C'est pas, tu vois, je m'imaginais pas, quoi. Tu te laisses pas quelque part attiré par la lumière du club. C'était vraiment. Non, parce que moi ce qui m'intéressait, c'était de jouer au foot. Oui, c'était le ballon. Voilà. Donc tu vois, je me suis même pas dit quand j'ai signé, peut-être il va y avoir la concurrence. En plus le fait de gagner la Coupe d'Europe. Non, pour moi, j'allais à Paris pour jouer, pour faire pour pratiquer le football et essayer de vivre plein de choses, tu vois, à côté, puisque à Paris, c'est la capitale et tout ça, quoi. Voilà. Et tu parlais de Michel Denisot, c'était quel genre de président? C'était un peu... pour moi, c'était pas un président, en fait, c'était pas un ami, parce que j'ai tellement de respect pour lui, par rapport à ce qu'il représentait, mais je dirais presque comme une sorte de père un peu spirituel. D'ailleurs, il t'a répondu quoi quand tu lui as demandé qu'est-ce qu'un homme doit avoir dans sa garde-robe? Alors il m'a dit 3 costumes,
un bleu, un noir et un gris, je crois. Et puis, il me semble, bon, bien sûr, une paire de boots, une paire de chaussures, un impair, il me semble, et il m'avait dit autre chose. Ouais. C'est vrai que je lui avais posé cette question parce qu'il bon, il était quand même très élégant, il est toujours, et je lui avais posé cette question-là. Ouais. Il a dû être surpris. C'est pas forcément une question qu'on attend d'un de ses joueurs. Non, non, ouais, non, mais bon, il a été très souvent surpris par. Déjà à Châteauroux, parce que bon, c'est vrai quand il arrivait dans le vestiaire, il restait avec nous. Bon, ça c'était quand même un plaisir que ça soit après le match pour discuter. Et donc on se retrouvait chez Mimo, au Jardin d'Italie. Et d'ailleurs, il y va encore. Et en fait, on passait du temps à discuter, mais pas que voilà, sur le football, aussi sur un peu de littérature, de poésie ou d'autres choses. Donc c'est vrai que c'était très agréable. Quand tu arrives au PSG, tu trouves très vite ta place au milieu de toutes ces stars. C'était naturel puisque c'était le ballon pour toi? Oui. Voilà, ouais. Moi, c'est vrai que. Alors bon, on peut appeler c'est de l'inconscience ou enfin je sais pas, mais ouais, moi je me suis pas dit, j'avais pas recherché qui est Rai, qui est N'Goti. Non, pour moi c'est vrai que salut les gars, j'arrive, venez, on va jouer au ballon. Ouais, moi j'avais vécu sur la Ligue 2, donc moi je connaissais parfaitement les joueurs de Ligue 2, tout ça, voilà. Moi après, c'était Michel Platini, c'était Alain Giresse, mais après, voilà, moi j'arrivais, pour moi, je venais jouer. Ouais, il y avait un peu cette inconscience, tu veux, de pas me mettre vraiment dans le contexte et tenir compte du contexte du Paris Saint-Germain de l'époque. Ouais. Et tu étais entraîné par Ricardo et Batz. Voilà, tout à fait. C'était comment? Batz, un plaisir de l'avoir vu tu sais, au Mexique, tout ça. Enfin, bon, de le voir là, et puis pareil, le mec, il vient te parler, il te tape dans le... Bon voilà, enfin moi, tout ce qui m'allait, parce que comme ça, moi c'était clair. Bon, bien sûr du respect, parce que moi, vous voyez mes parents, donc tu vois, je vous vois, même des fois je voyais mes coéquipiers, donc tu vois, ça faisait un peu bizarre. Mais après, moi, c'était le fait de jouer, et en fait, ils m'ont fait confiance très rapidement. Bon, après, aussi par des concours de circonstances, puisque Vincent Cobos partait, Francis Yasser était plus, on va dire, le joueur à ce poste-là. Et il y avait Lolo Fournier qui avait aussi dépanné à ce poste-là, qui lui avait décidé aussi de jouer, de se focaliser sur le rôle de milieu. Donc pour moi, entre guillemets, voilà l'opportunité. Et puis moi je l'ai saisi de suite. Ouais. Tu parles de Joël Batz. Si j'en crois la rumeur, il te surnommait Guillaume Apollinaire et toi tu l'appelais Arthur Rimbaud. Ouais, c'était parce que bon, lui adorait lire, pareil, mais la poésie a écrit. Il a écrit de la poésie. D'accord. Et donc, il avait appris ça. Je crois que c'était Michel Denisot. Parce que c'est vrai que moi, dans le bus à Châteauroux, je prenais des bouquins. Voilà, j'essayais de compenser un peu ce que je n'avais pas connu pendant une scolarité normale. Parce que tu te concentrais sur le ballon. Voilà, exactement. Non, mais moi, ce que je dis à ma fille, je dis, voilà, c'est parce que j'étais focalisé, donc c'est pas que j'aimais pas. Mais à partir du moment où on est focalisé sur quelque chose... On n'a pas d'espace de concentration. Exactement. Et donc, ouais, Michel avait fait passer le sujet. Et c'est vrai que Jobat c'était très attentif à ça et adorait, et donc de temps en temps on se retrouvait. Bon, moi j'avais mes bouquins aussi, enfin mon bouquin, parce que et donc voilà, des fois on échangeait sur ça. C'est marrant, ça donne une autre image par rapport à ce qui est parfois considéré comme les joueurs de foot ne s'intéressent qu'au football. Ouais, c'est un cliché en fait. Ouais, c'est un cliché. Bon, qui a la dent dure. Hein. Ça arrange beaucoup de personnes. Après aussi, il faut reconnaître aussi que des fois, il y a aussi d'autres préoccupations dans ce milieu-là. Hein, voilà, et puis c'est plutôt pas mal. Tu sais, s'intéresser aussi aux voitures, aux belles voitures, c'est aussi, ça peut être aussi une passion, les freins, tout ce que tu veux. Voilà, mais c'est vrai que moi, je me suis piqué très tôt sur la poésie, sur les paroles de Ferré, de Léo Ferré, tout ça. Donc en fait, c'était de la poésie. Ça m'a mis un peu dans... ça m'a permis aussi de pas me...
me stresser ou tu sais, sur le contexte du football, les matchs, tu vois, ou les matchs en jeu. Ça me permettait d'être assez. Ça permet de s'évader, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait une belle ambiance dans ce groupe. Ouais, top. Enfin, c'était une ambiance, pour moi, en tout cas, arrivant au Paris Saint-Germain, très conviviale. D'accord. Bon, c'est vrai que moi, j'avais gardé cette ambiance tu sais, de foot amateur. Bon, voilà, où on se retrouvait, on était potes, on faisait des cons. Et j'ai retrouvé un peu cette sensation-là, parce que j'avais connu aussi Monaco. Et j'avais pas senti, tu vois, où tout le monde est vraiment, tu sais, partait dans chacun de son côté. Il y avait pas cette même sensibilité, tu vois, cette envie de vivre ensemble, en fait, qui avait été, je pense, créée par Michel, Jean-Michel et d'autres. Mais c'est vrai que ouais, c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de simplicité, je dirais. Ouais. C'était une sacrée équipe en termes de joueurs. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier, je ne sais pas, en tant qu'homme ou en tant que joueur? Alors moi, celui qui m'a le plus impressionné intrinsèquement, c'est Bernard Lama. Oui. En fait. Bernard Lama, malheureusement, jusqu'à sa blessure au genou à Cannes, je me rappellerai, on trustait la première place, on avait même 10 points d'avance. Et c'était incroyable de voir un joueur aussi fort, aussi naturel dans ce qu'il faisait et aussi intellectuellement intéressant, quoi. Oui. Voilà. Donc Et il était élégant. Et il était élégant, bon, à part ses pantalons de... Ah non, moi je parlais sur Inter. Voilà. Non, mais c'est vrai. Lui, il n'avait pas suivi les conseils des 3 costumes de Michel Denisot. Tout à fait, voilà. Non, lui, il n'était pas du tout dans ce... il n'est pas du tout... Mais je dois avouer qu'il m'a bluffé. Bon, j'avais pas une expérience non plus de gardien de ce niveau-là, mais franchement, c'était incroyable de le voir à l'entraînement. Puis surtout, cette facilité, enfin, qui fait que lui rendait facile, c'était assez incroyable. Vous faites une très belle saison, vous êtes vice-champion de France et finaliste de la Coupe des Coupes. Voilà, tout à fait, ouais. Je ne sais plus avec qui j'en avais parlé, il disait ouais, c'était un peu l'équipe et l'année un peu de la loose par rapport à la... Oui, vice-champion et finaliste. Voilà, donc... mais bon, il faut y arriver quand même. Il faut y arriver. Justement, pour y arriver, il y a une demi à Anfield contre Liverpool. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand on rentre sur la pelouse à Anfield, quand on sait que quelques mois avant, tu jouais en Ligue 2? Ben là, pareil, en fait, je ne me suis pas posé ce genre de questions, parce que, en fait, moi, j'avais... tu vois, moi, à Paris, j'ai eu le numéro 17. Et en fait, bon, pour moi, mon numéro, c'était le numéro 7, parce que quand j'étais plus jeune, je jouais ailier. D'accord. Et en fait, j'avais un joueur qui me... Bon, je n'avais pas le poster, mais un joueur qui m'a toujours marqué, c'est Kevin Keegan. D'accord. Le numéro 7 et à Liverpool. Voilà. Donc, et c'est vrai que, en fait, moi, quand je suis arrivé là, tu vois, j'avais la sensation d'être un peu chez moi, quoi. Quand t'es arrivé, on a vu tu sais, l'hôtel, on a vu le terrain, tout ça. Et en fait, ça s'est passé, mais crème, quoi. Enfin, tu vois, pas de stress, pas de truc. Même d'ailleurs, à la fin, je crois que c'est un peu le match qui m'a un peu révélé, parce que Thierry Roland, à l'époque, m'avait mis à l'avant. Joe Batz, qui était venu me voir après le match, tu vois. Et puis surtout, tu vois, la sensation d'être là. Au bon endroit, voilà, chez moi. En fait, voilà, tu vois, fluide. Les bruits des supporters me portaient. Enfin, tu vois, j'ai des photos qu'avait fait Christian Gavel, où à un moment donné, si tu veux, j'avais joué un peu défenseur central, où à un moment donné, il y avait Stan Collymore qui faisait presque 1m90, où tu vois, j'arrivais à prendre des ballons de la tête. Donc ouais, c'était en fait, je devais être là, quoi, tout simplement. La saison 97-98, elle commence quasiment avec l'épisode contre le Steaua Bucarest. Comment vous vivez cette défaite sur tapis vert, vous, dans le vestiaire? Parce que là, on est loin du terrain. Enfin, on est loin du... en fait, on est bluffé, quoi, tu vois, que c'est quelque chose qui puisse arriver. Bon, bien sûr... Il y a le
le rôle de Guy Adam, tu vois, qui ressort. Donc beaucoup de gens tu vois, lui tombent dessus, le critiquent. Et c'est vrai que bon, et puis aussi pour Lolo Fournier, parce que c'est dur à vivre. Ben ouais, il se retrouve un peu incriminé, tu vois. Bon, après on avait perdu le match aussi. Et en fait, très rapidement, comme c'est une équipe qui venait d'être, qui avait gagné la Coupe d'Europe, on était finaliste. Ouais. Donc si tu veux, solide quand même. Il y avait, si tu veux, il y avait peu de place au doute en fait, quoi. Okay. Tu avais des internationaux, tu avais Bernard Lama, d'autres joueurs qui se projetaient sur la Coupe du Monde. Donc en fait, voilà quoi. Tiens, un challenge de plus à relever. Et puis bon, tu vois, c'est bien. Mais ça s'est senti à ce match. Ça s'est senti qu'il y avait une espèce d'unité, de soutien les uns pour les autres, une union sacrée. Ben, ce qui se transpirait du vestiaire, en fait, c'est posé sur le terrain tout simplement et a été exacerbé au plus haut point où en fait on était tous là pour l'un pour l'autre, ce qui était déjà le cas. Et puis surtout c'est on s'est tous mis à un niveau, je veux dire, tu aurais pu prendre cette équipe pour jouer, tu sais, le match d'après de l'équipe de France par exemple ou l'équipe du Brésil, parce qu'on était vraiment à un niveau je veux dire optimal, sachant aussi que c'était le dernier match de Léo. De Leonardo, donc, oui. On savait aussi qu'il partait. Enfin, lui, il le savait. Donc, d'ailleurs, je crois qu'il est passeur sur trois. Il fait un mètre extraordinaire. Comme par hasard pour son ami Rai. Voilà. Donc, et puis bon, il ne faut pas oublier non plus ce marabout dont avait fait appel Michel Denisot. Voilà. Donc, bon, je pense qu'il devait peut-être aussi y avoir un peu d'eau de lourde qui avait été ramenée. Voilà, bon. Sans doute un peu de sel, un peu de tout. Voilà, il y avait la totale, mais c'est vrai qu'il y avait une confiance dans ce groupe qui était telle que bon voilà, c'était vraiment possible de relever ce challenge et bon, et on l'a fait en plus d'une belle façon, quoi. Mais pendant la saison, c'est plus difficile en Ligue des Champions, vous ne sortez pas des poules. Est-ce que c'est l'équipe qui s'est un petit peu perdue ou est-ce que le niveau était vraiment trop... Non, je pense que c'est l'équipe qui s'est un petit peu déliée. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait un peu cette guéguerre un peu à Canal avec Michel Denisot, qui arrivait sur, je crois, sa 7e ou 8e année. Il y avait aussi, tu sais, Charles Bietri, oui, qui avait aussi l'envie depuis très très longtemps de venir au club. Donc c'était déjà quand même présent. Et c'est vrai que tout ce contexte-là a fait que il y a eu une période, en fait, tu sais, ce qu'on appelait la mauvaise période du PSG. Oui, au mois toujours de novembre. La crise, voilà, la crise de novembre. Exactement. Sauf que là, cette crise-là a été plus... Elle a duré un peu plus longtemps. Elle a duré plus longtemps et puis surtout, elle était plus profonde parce que ça oui, c'était aussi, à la tête du club. À la tête du club, ouais. Et vous finissez 8e cette saison-là, mais vous sauvez votre saison avec un doublé en coupe. Ben ouais, parce que l'équipe est bonne quand même. L'équipe est bonne et puis je pense que si tu veux certains, c'est pas certains choisissent leur match, mais je pense qu'à un moment donné, bon, sur le championnat, je crois que c'est Monaco qui est champion, je crois, cette saison, avec une très très belle équipe. Et bon, quand tu sens que tu perds le fil du championnat, tu lâches et tu te concentres. 5e ou 8e, c'est pareil. Voilà. Sachant qu'en plus, c'était le départ de Jobat, c'était le départ aussi de Ricardo, c'était le départ de Michel Denisot, c'était le départ de Rai. Tu vois, il y avait beaucoup de départs, quoi. Ouais. Certains joueurs, il ne faut pas oublier. C'est presque traumatisant, en fait, autant de départs. Tout à fait. Pour moi, ça l'a été. En plus, tu sais, avais certains joueurs qui étaient plus ou moins, ils sentaient qu'ils étaient poussés un peu. Voilà. Donc tout ça fait que le fait de s'accrocher plutôt à ce qui pouvait bien se finir que de s'accrocher à un truc qui était perdu et qu'on ne pouvait pas rattraper. Et c'était un beau cadeau pour les supporters. Ils ont joué quel rôle pour toi ? Pour moi, ils ont joué un rôle. Bon, déjà, j'ai pas été critiqué. Tu pars sur la saison ou dès le départ ? Dans l'ensemble. Déjà, en fait, j'ai jamais eu de leur part. À aucun moment, ils ont été sceptiques. Donc, tu vois, c'est quand même... Ce qui est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa, voilà. Ils ont, comme on dit, ils ont laissé la chance au produit de s'exprimer. Et donc, et en fait, très tôt, j'ai été apprécié par les supporters.
par cette débauche d'énergie, par cette envie voilà, de m'éclater sur le terrain. Et bon, la plupart des supporters se sont reconnus au travers voilà, ces efforts-là. Et en fait, j'ai jamais eu de problème avec eux. Et au contraire, de m'avoir mis à un moment donné à, tu vois, à un niveau, à un poste tu sais, de certains grands joueurs du club. Donc pour moi, je les remercie. Et puis c'était top, quoi. Et puis c'est sans doute une des ambiances les plus chaudes, ou en tout cas les plus belles que tu as pu connaître au parc. Ah oui, bah, tu sais, quand tu parles de Bucarest, quand tu parles bon, du doublé, quand tu parles aussi tu sais, de la demi-finale aller contre Liverpool, enfin tout ça fait que... je me rappelle aussi, tu sais, le dernier match, la première année, quand on gagne contre Strasbourg et qu'on termine deuxième, Oui. sachant qu'il y avait... je ne sais pas s'il y avait encore la possibilité de terminer premier, mais il y avait quand même ce truc. Enfin, c'est des ambiances extraordinaires. Donc on parlait des changements qui se sont opérés dans le club en 98-99. Cette saison-là, vous connaissez 3 entraîneurs. Ouais. C'est compliqué, ça. 3 entraîneurs et quasiment... Quasiment autant de présidents. 3 présidents, ouais. Ah ouais, tout à fait. Ben bon, comme je te dis, c'est déstabilisant. Ben, pour moi, ça a été traumatisant. Déjà, si tu veux, j'aurais bien aimé qu'il reste encore une année de plus, tous, pour me permettre de... Tu sais, parce que comme moi, je venais de clubs amateurs et de Ligue 2, la plupart de mon parcours, j'avais quand même besoin d'avoir... tu sais, d'apprendre encore un petit peu mon métier, quoi. Oui. Et j'aurais aimé le faire avec, tu vois, dans un contexte serein, et avec des joueurs comme... Parce que tu vois, Paul Le Guen me parlait très souvent. Tu vois, souvent, il me disait... il me freinait, tu vois, sur ces passes, souvent, tu sais, que je faisais entre... Tu sais, dans le milieu, un peu entre 2 joueurs. Tu vois, il y avait Vincent Guérin, par exemple, qui, voilà, sur le côté technique, protection de balle. Voilà, tout ça. Et donc, ouais, moi, je l'ai vécu comme un traumatisme. Et alors, encore plus avec ce qui s'est passé derrière. Et pour pas te cacher non plus, même si, tu vois, j'ai eu après un appel téléphonique de Charles Bietri, tu vois, qui m'a dit ce qu'il pensait de moi et de façon positive. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu si tu veux, l'homme de Michel Denisot. Voilà. Donc, tu vois, j'ai quand même été... étiqueté, bah oui, Châteauroux, Paris Saint-Germain. plus que visé. Tu vois, si on a 2 minutes pour te faire une petite anecdote, tu vois. Donc, moi, je sens que je suis plus que visé tu vois, et que mon départ, d'ailleurs, Paul s'était retrouvé à Rennes et avait voulu me faire venir. Mais bon, si tu veux, par rapport à Paris, tu vois, j'avais quand même envie de rester. Et en fait, Alain Giresse vient. Donc est coach, et donc si tu veux, il y a le recrutement de l'Aspal de Nicolas qui vient, je ne sais plus de quel club, et parce que Charles Bietri veut essayer de recomposer un peu. Oui, il veut les mettre à sa manière. Tu vois, le Nantes de l'époque avec Wedek, avec Loco, voilà, l'Aspal qui faisait partie, bon bref. Et là, bon, je sens un peu, tu vois, le vent chaud qui souffle. Et là, à un moment donné, tu vois, je vais voir Alain Giresse. Parce que plutôt que de me braquer contre Charles Bietri ou d'aller au conflit, je vais voir Alain Giresse parce que je sentais un petit peu le truc. Et là, on a une discussion d'homme, et voilà, en lui disant, coach, je ne voudrais pas avoir la sensation que les dés soient déjà pipés dès le départ. Et là, j'ai beaucoup apprécié, en fait, Alain Giresse, il m'a dit, écoute, Jimmy, le meilleur jouera, et c'est moi qui fais l'équipe. Bon, très bien. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et ça veut dire qu'Alain Giresse m'a fait jouer, même si à un moment donné, bon, il a essayé de me mettre à gauche pour mettre Nicolas ou quoi. Mais en fait, il a toujours... Et d'ailleurs, ça lui a été reproché. Et le jour où il a été remercié, je suis allé le voir avec Marco Simonet, voilà, et je l'ai remercié pour avoir tenu sa parole et avoir respecté le sport, quoi, tout simplement, le foot, en disant le meilleur jouera, et ça a été le cas, et j'ai joué. Mais bon, ça a été une année très, très, très traumatisante et pas très intéressante. Ouais. Vous finissez 9e pour la saison suivante, 99-2000. Vous gardez Philippe Bergerot comme entraîneur. La saison se passe plutôt bien. C'était sans Coupe d'Europe. Est-ce que ça a été plus simple peut-être d'avoir un peu plus de temps pour travailler, pour...
Ouais. Quand tu dis vous le gardez, moi j'ai rien fait. Oui, non, enfin vous le club. Mais non, mais bon, je pense que ça a été la meilleure décision pour le club Un peu de stabilité, de oui. faire confiance à Philippe Bergerot. Et d'ailleurs, le club ne l'a pas regretté. Et effectivement, après, ça a permis de recruter aussi de bons joueurs jeunes, de préparer, de faire des matchs aussi intéressants. Parce que ce qu'on avait connu l'année d'avant, à un moment donné, on se posait presque la question si on n'allait pas jouer la descente. Donc ça a été très, très intéressant. Et j'étais content aussi parce qu'à un moment donné, il m'a fait même jouer ailier, Philippe. Voilà, mais après, oui, effectivement, ça a été apaisant, ça a été tranquille. Père est arrivé aussi, donc voilà, un homme de goût et de littérature, donc on a pu échanger. Voilà, il y a eu juste cet accident, je dirais, avec la finale contre Guignon. Bon, moi malheureusement, je n'ai pas pu le vivre. Tu t'étais blessé à Marseille. Mais ouais, effectivement. C'est le premier gros coup dur, cette blessure, depuis que tu es au Paris Saint-Germain? Ah ouais, Michel Denisot, quand moi j'étais arrivé, disait à tout le monde que je me blessais jamais, ce qui était vrai. Et là, ouais, effectivement, en plus à Marseille, si tu veux, voilà, bêtement, parce qu'en fait, c'est pas une faiblesse et c'est pas ou un tacle méchant d'un adversaire. C'est en voulant essayer d'aller récupérer un ballon, tu sais, aller au maxi, voilà, en fait, en faisant retomber un ancien coéquipier, Pouget, en fait, qui retombe sur moi. J'ai la jambe en porte-à-faux et le genou se tord. Heureusement, bon, c'est moindre puisque j'ai eu que le latéral externe. Voilà, mais ouais, c'est vrai que ça a été le seul le tournant, je dirais, de ma carrière sur cet événement. De ta carrière dans l'absolu. Après, en Ligue 2, tu n'avais jamais vraiment connu une... Non, mais moi, j'ai jamais eu d'entorse, j'ai jamais eu de problème ligamentaire ou quoi que ce soit, quelques problèmes musculaires, effectivement. Mais ça a été le tournant de ma carrière. C'est vrai que une blessure, bon, c'est jamais évident, mais c'est vrai que récupérer, se sortir d'un événement comme ça, même si on est bien suivi, je sais pas, Éric Roland, qui est un mec extraordinaire, qui me suit encore, mais ouais, ça a été compliqué. Ouais. Le Paris Saint-Germain finit deuxième, ça signifie un retour en Coupe d'Europe, mais un retour difficile encore une fois pour la saison 2000-2001. Parce que toi, tu es de retour en début de saison, toujours avec Philippe Bergerot. On avait pris moi j'avais pris la décision de me faire opérer, donc c'était au mois de février. Donc en fait, ça servait à rien de me précipiter, voilà, et de revenir frais dispo sur le début de championnat. Et c'est vrai qu'après, quand on se rappelle un peu du projet du club, du recrutement, avec Nico Anelka, Dalmat, Duxin, c'était un truc, c'était la Dream Team, quoi. Donc là, on repart sur de nouvelles bases. Comme il s'appelle, Bergerot me fait confiance, me donne le brassard aussi. Ça fait beaucoup de choses pour revenir galvaniser. Sauf que collectivement, la mayonnaise prend pas. C'est vrai qu'aussi individuellement, revenir après tous ces mois, ça n'a pas été non plus facile. Et puis surtout, c'est que à un moment donné, je crois que Bergerot, on sent qu'au niveau du club, il n'a plus le soutien. Il n'a plus le soutien. Et en fait, ce qui est dommage, parce qu'en plus il y avait son adjoint Pierre Espanol, un Toulousain que je connais très bien. Et en fait, il décide de lui-même en fait d'arrêter. Et ça, c'est. Parce qu'il y a ce match à Sedan, vous perdez 5-1. Vous étiez 12e au classement. Ouais, mais bon, avant, il y avait déjà à l'entraînement. Après, il y a la vie de groupe qui fait dire aussi. Et puis Bergerot a une expérience du football pro. Et donc, tu sentais qu'il lâchait. Et c'est vrai que derrière, ça poussait aussi, quoi. Donc, il y a eu ce match charnière qui a fait que tout le monde a pris les décisions. Et donc Philippe a arrêté et après le club a
la décision de faire venir Luis Fernandez au club. Et là, connaissant les deux personnes, pour moi, il y a une immense différence entre les deux personnes que vous êtes. Comment ça s'est passé? J'imagine beaucoup d'incompréhension entre vous deux. Avec Luis, Oui. complètement. Ouais, complètement. En fait, pareil, j'étais quand même toujours l'homme de Michel Denisot, qui avait persisté, qui était là. Et bon, il y avait Louis qui arrive. Bon, moi, je faisais partie des tauliers, voire capitaine. Donc c'est vrai que bon, déjà, il y a la volonté de marquer son territoire. Bien sûr, de changer des choses. De partir aussi sur des joueurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que sur le premier match, en fait, on part à Beşiktaş, en Coupe d'Europe. On avait quand même on était toujours en course. Bien sûr. On avait fait ce carton contre Rosenborg, je crois. Et on était, voilà. Et en fait, là, il vient me voir et il m'explique qu'en fait, bon, je ne vais pas jouer. Qu'il me met remplaçant parce que bon, il sent que je suis moins bon, que je suis en dedans. Enfin bon, voilà, un choix. Voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me rappellerai toujours parce que derrière, il y avait Édouard Cissé qui était là. Et en fait, là, on a une discussion d'homme avec Luis Fernandez, où là, en fait, je lui explique grosso modo que bon... c'est bon, j'ai compris. Voilà, en fait, tu cherches à me mettre sur le côté, enfin, voilà, en étant un peu aussi virulent, parce que bon, lui vient aussi de certains quartiers, moi je suis de Toulouse, pareil. Et voilà, donc, donc là, première discussion musclée. Première incompréhension, voilà. Bon, après, il me fait rentrer après un deuxième mi-temps. Bon, voilà, là, tu rentres, tu n'es pas le plus motivé. Non, j'imagine. Ou bêtement, bon, tu dis, je vais montrer mon mécontentement. Voilà, donc ce qui s'est passé. Et après, il me semble qu'il y a le fait d'un match ou deux de championnat. Et en fait, où il me fait jouer. Mais là, pareil, bon, si tu veux, tu sens que tu es épié. Et en fait, au bout d'un mois, il y a le match à la Corogne, tu sais, un match très important qui va nous permettre. Voilà. Et en fait, là, il vient me voir, il me dit dans l'avion, tu vas jouer. Alors que j'avais passé un mois. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça faisait un moment sans jouer. J'avais pas joué avec les pros. Moi, je le regarde, tu sais. Oh, bah oui, c'est ça, oui. Voilà, tu sais, t'as raison. J'imagine les deux coqs. Voilà. Et là, ça joue. Première mi-temps top, je donne deux passes décisives à Laurent Leroy. Donc ça se passe super bien et tout ça. En fait, tu vois. Pareil, tu dois être là au bon moment. Oui, c'est ça. Sauf qu'après, la deuxième mi-temps, ça se passe pas comme prévu. Non, pas trop. Parce qu'il y a des changements, des choses qui ont fait que. Et on perd le match 4-3. Voilà. Donc, catastrophe. Mais quand même, si tu veux, dans l'avion du retour, il vient me voir dans l'avion et il me dit, texto, je me suis trompé. Voilà. Par rapport à tout ça. Voilà. Donc en fait, on repart sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, il me propose de 3 ans de contrat pour rester au Paris Saint-Germain. Ouais. Voilà. Mais non. Je ne voulais pas que tu me poses la question. Mais non. Et pourtant, j'ai tout essayé. Je me suis... J'ai essayé, mais c'était. Mais quand quelque chose est cassé, quelque chose est cassé. Je suis pas arrivé, mais bon, tu vois, après derrière, j'avais pas mes. Tu vois, le Milan AC après derrière, bon, ça s'est pas fait. Tu vois, j'avais Tottenham, voire à un moment donné Arsenal avec Arsène Wenger. Pareil, bon, tu sais, tous ces trucs-là, avec la blessure et tout ce qui s'est passé, se sont un peu mis de côté. Donc après, tu vois, je me suis retrouvé... Une blessure longue, ça éloigne les clubs. Ouais, voilà. Après, je me suis retrouvé avec des clubs comme Middlesbrough, c'est pas la même Venise, avec l'Atalanta de Bergame et tout. Et là, tu vois, il y a même Bernard Tapie qui m'a appelé quand il est revenu à l'Olympique de Marseille, qui voulait me prendre. Et bon, je lui avais dit que je le remerciais, mais que je ne pouvais pas le faire étant joueur du Paris Saint-Germain, et que j'aurais fait la même chose si j'avais été joueur de Marseille pour le Paris Saint-Germain, tout simplement. Mais... l'élégance, toujours l'élégance. Ouais, oui, ou en tout cas une forme d'élégance morale. En tout cas, voilà. En plus, il m'avait dit, tu me demandes ce que tu veux. Enfin, tu vois, c'était... Et là, non. Mais tu vois, par rapport à lui, je pouvais pas, parce qu'avec ce qui s'était passé, je pouvais pas faire comme si de rien n'était. À mon grand regret, parce que après, je suis parti un peu sur un coup de tête à Venise. On part souvent sur un coup de tête à Venise. Voilà. Et
Et en fait, au fond, après toutes ces années, bon, j'aurais, ça aurait été bien que je reste peut-être encore une année au Paris Saint-Germain pour pouvoir peut-être mieux partir. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Quel regard tu portes sur tes années parisiennes? Moi, que du bonheur, en fait, parce que d'expériences tu as vécues. Tu vois, grâce à un ami qui malheureusement nous a quittés il y a pas mal de temps, Lionel Drexler. Tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer tu vois, le groupe U2 avec Bono, tu vois, après un concert, discuter avec eux. J'ai eu la chance de rencontrer mon idole toulousaine, Claude Nougaro, pareil, tu sais, d'aller sympathiser avec lui, de l'inviter après au match. Ce sont les richesses parisiennes. Ouais, tu vois, d'être allé dans l'atelier de Raymond Messon, qui est un sculpteur mondialement connu, qui a une statue et la foule, tu sais, dans les jardins des Tuileries, par exemple. Voilà, de jouer au Parc des Princes, de côtoyer des gens extraordinaires, d'avoir eu... Même, tu vois, si moi, mon projet n'était pas purement sportif, mais d'avoir presque touché l'équipe de France à un moment donné pour le fait d'être appelé, mais bon, après j'ai été blessé. Enfin voilà, tout ça, en fait, pour moi, tu vois, si je devais refaire la même chose, je referais la même chose, quoi. C'est parce qu'en fait, c'était sportif, humain. Culturel, tu vois, Brochant par exemple, de l'avoir rencontré des DB dans ses bureaux, tu vois, j'allais régulièrement pour, tu vois, parler c'est fabuleux. Voilà, ouais, donc toutes ces choses-là, et tu vois, bon, et j'en oublie, hein, tu sais, les voyages au Brésil, tu sais, quand je vais voir Ricardo, Ray, Léo, Annie Terroy, par exemple, tu sais, là où il habitait. Donc voilà, c'est... Ricardo, quand il était entraîneur de Fluminense. Non, tu sais, quand il était entraîneur du PSG. Ah, vous êtes allé avec lui? Voilà, donc je me suis, tu vois, on est allé le voir, sachant qu'en plus, tu sais, il y avait une incompréhension, et en fait, tu sais, ce voyage, bon, c'était pas pour ça, mais en fait, après, on a eu une discussion comme ça, tu sais, au bord de la plage, et de comprendre qu'à un moment donné, il m'avait reproché quelque chose, que je ne pouvais malheureusement pas, que je ne pouvais rien faire parce que j'avais un hématome, tu sais, sous muscle, et en fait je jouais blessé en fait, et qu'un jour cet hématome est sorti, tu sais, en faisant un geste extrême, et lui pensait que, tu vois, je me gérais, d'accord, tu vois, donc voilà, donc c'est l'humain, quoi. En fait, si on peut caractériser ma période parisienne, c'est le côté humain, quoi. C'est une vision très romantique de ces années. Ouais, je pense que je le suis un peu. Un petit peu. Et qu'est-ce qui représente aujourd'hui le Paris Saint-Germain? Comment est-ce que tu le vois? Quel regard tu portes? Moi, je vois aujourd'hui le Paris Saint-Germain, pour moi, c'est le monde, quoi. C'est un projet mondial, c'est une évolution mondiale, c'est une reconnaissance mondiale, je dirais, plus que française. Oui. Parce que c'est vrai. Moi, de discuter un peu à droite à gauche en étant, tu sais, même maintenant à la radio avec Europe 1, on voit que bon, le club est clivant, avoir même des difficultés tu vois, à être apprécié, malgré les résultats, malgré les joueurs extraordinaires. Mais ouais, je crois que c'est une volonté de conquérir le monde, et il me semble, même s'il manque encore le titre de Ligue des Champions, je crois que c'est réussi, quoi. Oui. C'est réussi par rapport à Nasser et le Qatar. Pour moi, c'est un projet abouti, mais un projet mondial, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jimmy Algerino. Merci pour ces moments romantiques dans le football. Romantique. Merci beaucoup, à bientôt dans Histoire de Parisien. Allez, à bientôt, merci.